Marie-Dominique Massoni, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez été directrice d'une collection qui s'appelle la collection Voix d'initié. J'aimerais que vous nous parliez un peu de cette collection et de ses objectifs. Oui, c'est une collection qui a été lancée. L'idée en a été lancée par Denise Oberlin. C'est le moment où je me retrouvais au Conseil fédéral. Enfin, j'ai fait une chose que je savais faire, c'est-à-dire faire des livres sur l'idée et le fondement que ça devait traduire un peu la GLFF et le travail qui était fait dans les loges, dans les commissions, etc. On vient de faire les pionnières de l'obédience et puis l'imagination et l'imaginaire. Et à partir de là, on fait un livre qui reprend ces thématiques avec des citations des travaux, ou bien on a un chapitre où on a complètement la réflexion d'une sœur ou d'un groupe de sœurs. L'idée, on a sorti 17 volumes qui sont tous donc finalement des travaux collectifs et je tiens beaucoup à ça. Si on devait en une phrase donner l'objectif de cette collection. Eh bien, c'est Voix d'initié VOIX et Voix d'initié VOIES en arrière-fond. C'est-à-dire, ce sont nos chemins de quête et de recherche et nos chemins d'implication dans la cité. On va parler de cet ouvrage quand même. Cet ouvrage qui commence par, il faut que vous nous en disiez plus, cette fameuse légende de la naissance de l'ordre corinthien. Parce que la beauté lorne, c'est le pilier de la beauté, le corinthien. Alors, la légende. La légende, elle est rapportée par Vitruve et je la trouve très belle. C'est Callimaque qui était à Corinthe, qui est résident de Corinthe et qui était à la fois architecte et travaillait les métaux, puisqu'il a contribué aux deux. Et il se promenait comme ça un jour dans un cimetière de Corinthe et là, il voit une tombe d'une jeune fille. Et cette jeune fille, qui était morte il y a peu, sa tombe était recouverte de fleurs. Et ces fleurs qui étaient dans des petits vases de fleurs, quoi, qui étaient dans un panier, qui avait été posé sur une tombe où il y avait une acanthe qui avait poussé. Et cette fleur d'acanthe, sous la tuile qu'avait mise la nourrice de cette jeune fille pour protéger ses bouquets et ce panier, eh bien l'acanthe s'était recourbée. Et ça a donné à Callimaque l'idée de créer justement ce pilier corinthien, ce chapiteau corinthien, en utilisant l'acanthe de la tombe de la jeune fille. Autre chapitre de votre ouvrage, la forme et le métier. Comment la forme et le métier se relient-ils pour aborder la beauté, pour générer la beauté? Je vais commencer par le métier. Le métier, qu'il soit manuel, qu'il soit intellectuel, s'apprend en forgeant lentement ces outils, en les approchant petit à petit, en regardant aussi bien le fil de la pierre que le fil de son écrit, de son dessin, et en travaillant son geste, dans tous les sens du terme, de manière à ce que le mouvement devienne fluide, simple, et que l'on puisse passer de ce travail d'apprentissage, d'œuvrier, à quelque chose qui va aller vers une conception, la conception d'une forme, la conception d'un motif, etc., qu'on ne peut aboutir que lorsqu'on a du métier, justement. Et on parle très souvent de l'inspiration d'un artiste quelconque, mais l'inspiration, le plus souvent, elle se fait avec l'apprentissage des choses, y compris chez les créateurs d'art brut. Par exemple, si on voit l'évolution du facteur cheval, il a appris son métier, entre guillemets, de construction, de constructeur, au fur et à mesure de ses tournées et des choses qu'il découvrait dans la nature. Ça lui a donc pris des années. Et l'art brut lui-même est quelque chose qui est un art d'autodidacte, mais c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on apprend peu à peu ce qui nous est nécessaire pour la création. Picasso disait qu'il s'était libéré très tard. Que la beauté lorne, quand on dit la beauté lorne, on pense à orner cosmétique ou plutôt spiritualité, ordre cosmique. Alors, moi, je sais que quand je suis rentrée en maçonnerie, j'ai trouvé ça assez stupéfiant parce que pour moi, la beauté n'a jamais orné quoi que ce soit. Et
petit à petit, je me suis assez rapidement faite en pensant d'abord à l'or né, c'est-à-dire faire naître l'or, partir de cette pierre et en faire naître l'or. Mais orner, c'est aussi effectivement adorner, c'est-à-dire, vous disiez tout à l'heure cosmétique, oui, mais on oublie simplement que le mot cosmos a aussi donné le cosmos, est resté dans son sens de cosmos. C'est-à-dire que la beauté l'orne, pour moi, je ne peux l'associer qu'à la voûte étoilée et à ce qui orne les temples et à cette aspiration que l'on a vers cette voûte étoilée. Ensuite, ce qui me plaît beaucoup, c'est que pour moi, je fais maintenant le lien entre orner et l'adorne. L'adorne qui est le tablier, un tablier qu'en Onis, enfin on appelait comme ça tablier, qui servait à transporter des pierres, qui servait à mesurer, c'était comme un instrument de mesure, hein, et qui en même temps était donc ce tablier que portaient les femmes d'Onis, c'était la dorne. Et pour moi, c'est très symbolique de notre tablier maçonnique aussi, à nous femmes en tout cas. Après la beauté, on va parler de la couleur. Des couleurs. La couleur et la beauté, la couleur et la beauté. Quand vous parlez souvent de Turner dans votre ouvrage, alors est-ce que vous parlez de Turner dans la lumière ou de Turner dans la couleur? Je parle de Turner dans les deux, parce que la lumière, nous ne la percevons, chère Iris, que dans ses infimes variations et que dans nos illusions que nous transmet la vue, hein, puisque nous interprétons les couleurs. Et pourtant, c'est impalpable. Oui, je parle des ciels de Turner, mais je crois que tout le monde aime les ciels de Turner. Je veux dire, bon, nous font entrer véritablement dans la magie du monde. C'est-à-dire que chez Turner, l'image est vraiment magie, la lumière est magie. Entre la peinture de la Renaissance et la peinture de Chirico, le spectre est large. Racontez-nous un peu comment dans ce spectre aussi large on y retrouve la beauté. Vous voulez dire entre, par exemple, le choix que je fais de Simonetta Vespucci et le choix que je fais de raconter mon premier grand témoin en peinture à Venise, l'horloge de Chirico. Et Simonette, c'est celle qui a inspiré des toiles assez fameuses à Botticelli aussi. Et Simonette a été réputée pour sa beauté, sa simple beauté. Elle est morte très jeune, donc elle est restée dans une espèce d'éternité d'un féminin magnifique. Et elle est typique, enfin, les évocations de Simonette, elles sont typiques de la peinture de la Renaissance florentine. Et puis Chirico, eh bien, une fois je suis rentrée, c'était mon premier voyage en Italie, j'étais au sortir de l'adolescence, j'avais mon petit calepin et je notais toutes les toiles que je voyais des peintres et tout. Et je rentre dans un palais vénitien et là, je suis figée, littéralement figée par une toile. Je ne savais pas d'où elle sortait, je ne savais pas ce que c'était, donc j'ai pris mon petit carnet, je suis allée écrire l'énigme de l'heure, Chirico, l'énigme de l'heure. Je ne savais pas du tout qui était Chirico. Et en fait, après, j'ai découvert que ce monde de peinture du premier Chirico, les peintures métaphysiques de Chirico, c'était quelque chose qui était extrêmement perturbant parce que c'était comme des images oniriques, c'était comme un temps qui était hors temps, c'était comme une suspension, quelque chose qui me tirait autrement. C'était des perspectives qui étaient dépravées, pour reprendre un terme qui n'est pas de moi. C'était quelque chose qui renversait littéralement la perception du monde et qui nous donnait accès à autre chose. Marcille Fissin, il était prêtre. Je ne sais plus quel ordre il était, lui, mais enfin, il était prêtre. Il était prêtre, il était astrologue, il était médecin, il était magicien, il était traducteur de Platon. Alors, dans ces variétés, dans cette richesse de domaines, comment symbolise-t-il dans votre ouvrage la liberté? D'abord, Fissin, c'est d'abord un travailleur.
Et puis, c'est un médecin, donc il va dans tout ce qu'il découvre en astrologie, tout ce qu'il apprend petit à petit en astrologie, il va mettre en pratique tout ça pour sa profession de médecin. Hein. Donc, il va mener parallèlement ses traductions, son travail de médecin, et il va petit à petit aller enfin petit à petit, relativement vite, vers quelque chose qui va être l'ouverture, je dirais, au ciel étoilé, à la lumière. Et pour lui, tout ça ne fait qu'un. C'est-à-dire que cette liberté de Fils Saint, c'est une liberté de l'esprit. C'est pas du tout une liberté au sens où nous pourrions l'entendre aujourd'hui. C'est une émotion qui le porte vers autre chose et qui fait que il va accompagner. En fait, il est le descendant pour lui d'une grande tradition. Voilà. Et c'est là qu'il se situe. Hein, attention. Il fait partie, enfin, il est admiratif de la chaîne d'initiés qui lui a fait tant découvrir de choses. Dorique, ionique, corinthien. Magnifique lapsus que vous avez fait avec Pierre Pelle-Lecroizat, qui est le directeur de cette collection. J'écris à Pierre des ponts, enfin, j'écris des ponts de vue et Pierre me dit, oh, le lapsus. Et je dis, mais il est merveilleux ce lapsus parce qu'effectivement, je ne cesse de faire des ponts. C'est-à-dire qu'en variant les points de vue sur la beauté et sur les différentes couches historiques de l'appréhension, qu'elle soit philosophique, qu'elle soit esthétique de la beauté, eh bien, je ne cesse de faire des ponts entre des choses extrêmement contradictoires qui sont, semble-t-il, des écarts absolus et pas du tout. Parce que dès qu'on passe un pont, de toute façon, les fantômes viennent à notre rencontre et que chemin faisant, je crois que nous en croisons quelques-uns de fort beaux. Donc, je fais aussi bien des points de vue que des ponts de vue, oui. On va faire un pont pour terminer avec votre dernière mission. On va parler peut-être de la loge de recherche. J'ai cru comprendre qu'il y a en ce moment à la Grande Loge féminine de France une loge de recherche. Dites-nous tout. Qui vient de se créer, qui a été à l'initiative de notre ancienne grande maîtresse Marie-Thérèse Besson et qu'actuellement, effectivement, je préside. Elle a été incorporée seulement en février de cette année, enfin seulement. Elle est toute jeune, quoi, c'est ça que je veux dire. Et pour l'instant, elle s'est fixée comme objectif, je vous le donne en mille, mon cher Jacques, de travailler sur l'hermétisme. Donc, bien entendu, je retrouve mon amoureux Marcille Fissin, hein, qui est l'un de mes grands amoureux de ma vie. Et donc, nous travaillons sur l'hermétisme. Après avoir travaillé sur l'hermétisme alexandrin, nous sommes sur l'hermétisme florentin actuellement. Et nous retrouverons, enfin, nous proposons de redécouvrir de pister, je dirais, les traces de l'hermétisme dans nos rituels du 18e à nos jours, dans un travail herméneutique, c'est le cas de le dire.